Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Payer 1000 francs ou bien tirer une carte chance. C'est votre anniversaire, chaque joueur doit vous payer 1000 francs. Rue de la Paix, 40 000. Oui, bon, ok, je sais, je suis resté en francs, mais j'ai gardé mon jeu historique, qu'est-ce que vous voulez. Vous l'avez reconnu, sans doute, évidemment, le jeu le plus joué au monde, le Monopoly, incontournable. Acheter, construire, encaisser... Bref, s'amuser, on connaît tous le Monopoly. Enfin, on croit tous connaître le Monopoly. Le plateau, les rues, les billets roses, les billets bleus, la rue de la Paix, le vieux monsieur à moustache. C'est un jeu qui est tellement familier qu'on oublie presque qu'il a eu en fait un jour une naissance, une origine, un créateur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, de temps en temps je m'amuse à qui aurait pu avoir l'idée de manger des huîtres le premier, un truc qui ressemble à un caillou, qui aurait eu l'idée d'inventer le Monopoly. Et posé comme ça, si je vous demande qui a inventé le Monopoly, peut-être que vous avez la réponse. On vous l'a raconté, on vous l'a répété. Elle est même d'ailleurs écrite sur certains boîtiers. Alors sur les anciens boîtiers, c'est un certain Charles Darrow, chômeur pendant la Grande Dépression aux États-Unis, qui aurait imaginé le jeu dans sa cuisine avant de l'apporter à la société Parker Brothers. Un génie solitaire. Pauvre, brillant, sorti de nulle part, et évidemment, belle histoire américaine, récompensée par le succès, une success story 100% US. C'est beau, c'est simple, ça fait rêver, et c'est totalement faux. Au cours de cette émission, en fait, on va remonter le fil d'une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus surprenante, et surtout beaucoup plus lumineuse qu'on ne l'imagine. Une histoire où l'inventeur n'est pas celui qu'on croit, où la première version du jeu n'avait strictement rien à voir avec l'enrichissement personnel et où le message même de Monopoly était, croyez-le ou non, carrément l'inverse de ce qu'il est devenu. Parce qu'avant de devenir le symbole du capitalisme triomphant, des fortunes rapides et des loyers qui ruinent les autres joueurs, Monopoly naît d'un geste militant, d'un manifeste politique, d'une femme en plus, visionnaire, qui voulait dénoncer les grands propriétaires et les monopoles justement, et dont l'œuvre patiemment, méthodiquement, a été effacée pendant des décennies. Son nom, vous l'avez probablement jamais entendu, Elizabeth Magie. Ça s'écrit M-A-G-I-E, donc magie, comme vous voulez. Et pourtant, c'est elle qui trace les premières cases du jeu en 1904. Elle le conçoit pour montrer pourquoi les monopoles sont dangereux. Elle le fabrique, elle le dépose et elle le partage. Alors, comment l'histoire officielle a-t-elle pu carrément ignorer son existence ? Comment Charles Darrow est-il devenu dans le récit collectif le créateur d'un jeu auquel il n'a fait qu'ajouter les dernières touches ? Comment la société Parker Brothers a-t-elle protégé une version fabriquée de toutes pièces ? Et comment cette manipulation a-t-elle pu tenir presque un siècle ? Pendant une heure, vous allez découvrir une histoire où se croisent des militants, des professeurs, des quakers, des avocats, des familles entières qui recopient le jeu à la main. Une histoire pleine de justice et d'injustice, de scandales, d'anecdotes et de retournements. Une histoire où le succès écrase l'inventeur originel, mais où la vérité, finit toujours par refaire surface, parfois par accident. Parfois grâce à l'obstination d'une poignée de passionnés ou d'historiens. C'est aussi une histoire très américaine en fait, pas seulement parce qu'elle se passe aux États-Unis, mais parce qu'elle dit quelque chose de profond sur ce pays, sur le capitalisme, sur les mythes individuels qu'on préfère aux réalités collectives, sur la manière dont l'industrie du jeu peut fabriquer ses propres légendes, et je dis le mot industrie à dessein. Et puis, au bout du chemin, il y a quand même une révélation, un document, un geste, un moment précis qui change tout, un élément longtemps caché que vous allez découvrir à la toute fin de cette émission et qui montre de manière irréfutable comment l'histoire de Monopoly a été réécrite et surtout au profit de qui. Mais avant d'y arriver, reprenons depuis le début, depuis ce jour de 1904 où une femme, presque seule dans son atelier, dépose un brevet pour un jeu qui, à ses yeux, doit servir non pas à s'enrichir, mais à comprendre pourquoi l'enrichissement sans limite était déjà un danger. Dans 5000 ans d'histoire, le Monopoly eut une invention volée. Bonne année à tous. Au milieu des années 1930, en plein effondrement économique, Parker Brothers diffuse une histoire aussi simple que puissante.
Elle figure dans chaque boîte vendue, imprimée carrément noir sur blanc. Un homme, ruiné par la Grande Dépression, aurait créé dans la solitude de son sous-sol le jeu qui allait sauver son foyer et finalement sauver Parker Brothers elle-même. Ce récit, ressorti par des historiens, commence par une scène devenue mythique. Un certain Charles Darrow, vendeur de radiateurs, mis au chômage, s'enfonce dans son sous-sol sombre. Et là, sur un morceau de toile cirée, il commence à tracer un plateau représentant les rues d'Atlantic City. Un jeu pour divertir sa famille, dit-on, pour recréer le souvenir des vacances heureuses quand tout allait encore bien. Le miracle opère. Sa famille devient immédiatement addicted, comme on dit là-bas, c'est-à-dire accro, quoi. Le plateau plaît, les couleurs plaisent, les billets plaisent, les dés roulent, les maisons s'alignent, et puis vient l'étape suivante. Darrow décide de proposer son jeu aux géants du marché. Et comme le racontent les enquêtes, Parker Brothers et Milton Bradley refusent tous les deux, estimant que le jeu est trop long, trop complexe. Donc un rejet parfait pour le futur mythe de la persévérance. Mais Darrow s'entête. Il fabrique des exemplaires à la main, les vend par bouche à oreille, et l'engouement local devient carrément impossible à ignorer. Parker Brothers, au bord de la faillite, finit du coup par reconsidérer sa décision et rachète le jeu. Le résultat, vous le connaissez, un succès titanesque qui sauve à la fois Parker Brothers et Darrow de la faillite. Le récit a tout, la misère, la résilience, l'invention géniale et la récompense finale, on dirait un film. À tel point que l'entreprise l'a inséré pendant des décennies dans les boîtes de Monopoly. C'est un véritable conte fondateur. Aujourd'hui, on appelle ça un storytelling. Sauf qu'une phrase écrite par un historien est venue briser le vernis un peu comme un coup de marteau. Il n'y avait, dit-il, qu'un seul problème. L'histoire n'était pas exactement vraie. Et là, tout a commencé à vaciller. Dès les années 30, Darrow devient l'incarnation donc parfaite de ce que Parker Brothers veut vendre. Un self-made man, un individu sauvé par sa créativité, un héros de la libre entreprise. Derrière tout ça, il y a une stratégie claire que vous comprenez. Darrow est mis en scène, photographié, présenté comme un génie solitaire. Son histoire est répétée dans les pubs, dans les notices, dans les médias et même dans la mémoire collective. Encore une fois, on appelle ça un storytelling, une histoire, une narration. Et cette narration fonctionne parce qu'elle épouse exactement les codes de l'Amérique de l'époque, et l'Amérique en a besoin à cette époque-là aussi. La créativité individuelle est glorifiée, le héros pauvre mais astucieux parle à tous, l'invention dans un sous-sol, c'est le symbole, c'est la modestie devenue grandeur, hein. On a ça avec les startups aujourd'hui encore, quand on parle d'Apple, de Hewlett-Packard, etc. Tout a été créé dans un garage ou dans un sous-sol. La réussite financière fulgurante, c'est la récompense naturelle du talent. Le mythe Darrow est donc un produit commercial autant qu'un produit culturel. Et Parker Brothers ne fait pas que raconter cette histoire, elle la verrouille juridiquement. L'entreprise achète le brevet et puis le diffuse comme preuve indiscutable d'une création originale. Or, ce brevet n'est qu'une couche tardive déposée sur une réalité bien plus ancienne. Alors pourquoi cette histoire paraît trop belle pour être vraie ? Dès les premières comment je pourrais dire, enquêtes des historiens, plusieurs indices montrent que quelque chose cloche.